Bienvenue dans ce troisième module d'une série de 4 consacrée au processus de conception de ressources pédagogiques numérisées. Dans les précédentes ressources, nous avons, dans la première, vu l'ensemble des étapes, au nombre de 3, une première étape de découpage des objectifs et granularisation des différentes ressources. L'étape 2 qui nous concerne maintenant, c'est celle de la conception de la ressource pédagogique elle-même. Et l'étape 3, la production. Dans l'étape 1, nous avons vu comment découper l'ensemble de la formation en objectifs généraux, secondaires et pédagogiques, progressifs et articulés entre eux, et comment associer à chaque objectif les contenus qui lui sont propres de façon à constituer des grains de formation de taille convenable, de durée convenable, de structuration convenable, de façon à pouvoir les numériser. Et maintenant, dans ce module d'aujourd'hui, eh bien, ce sont ces grains, donc ces contenus pédagogiques que nous allons apprendre à concevoir comme des ressources pédagogiques multimédia. Les objectifs donc de cette séquence sont d'identifier les deux dimensions complémentaires de la conception de ressources, c'est-à-dire comment peuvent s'articuler la dimension technique et la dimension pédagogique à mettre ensemble dans une ressource pédagogique numérisée. Nous allons explorer les différents modèles pédagogiques possibles et avoir une idée des exigences liées à leur production. Et surtout, nous allons identifier les 3 documents clés à produire dans cette étape, à savoir le synopsis, le storyboard et le script. Et pour chacun d'entre eux, connaître leur finalité et leur composition, ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on y fait, et enfin leur articulation, comment l'un complète l'autre et inversement. Entrons donc sans plus tarder dans cette étape de conception de ressources pédagogiques numérisées. 5 différentes bulles ici, mais 3 documents clés que sont le synopsis, le storyboard et le script. Mais prenons quand même le temps de regarder les deux premiers écrans. Cet écran-là est extrêmement important puisqu'il concerne les spécificités d'une ressource pédagogique numérisée. L'objectif et le challenge quand on crée une ressource pédagogique numérisée est d'apporter de la pédagogie, c'est-à-dire des activités pédagogiques avec une approche pédagogique et des méthodes pédagogiques à l'intérieur même de la ressource. Donc, ces étapes de conception pédagogique vont se faire selon 2 types de choix qui vont être concomitants et qui vont agir l'un sur l'autre. Un premier type de choix qui sont des choix pédagogiques et didactiques, et un deuxième type de choix que nous verrons ultérieurement qui sont des choix plutôt de médias et de technologies. Mais restons sur les choix didactiques et pédagogiques. Il s'agit ici de choisir l'activité pédagogique et l'approche pédagogique que nous voulons privilégier. Que voulons-nous faire? Voulons-nous avoir un apprenant passif? Voulons-nous avoir un apprenant plutôt actif? Pour quel type d'activité? Quelle est l'approche pédagogique globale que nous voulons privilégier? Une approche constructiviste? Une approche plutôt sociale, dans laquelle l'apprenant apprend avec ses pairs? Est-ce que nous voulons une approche connectiviste, complètement liée au réseau, par exemple? Parmi les méthodes d'enseignement que nous allons choisir, voulons-nous une pédagogie de la découverte par l'essai, l'erreur? Voulons-nous une pédagogie d'exploration? Voulons-nous une pédagogie par projet? Plein de choix et d'options sont possibles. Et donc, ces choix et ces options devront être très clairement perçus au moment où nous allons concevoir cette ressource pédagogique. Et ces choix et ces options vont se voir dans les 2 documents clés que nous allons produire à ce niveau-là, qui sont des documents typiquement pédagogiques, le synopsis, c'est-à-dire le scénario général de la ressource, et le storyboard, et nous y reviendrons ultérieurement. La deuxième catégorie de choix que nous allons faire, c'est le choix des médias et de la mise en forme globale de notre ressource. Les choses ne sont pas identiques si nous prenons de la vidéo, du son, si nous prenons de la 3D, si nous prenons un PDF. Et comment on va choisir?
Est-ce que nous allons superposer du texte, du son? Est-ce que nous allons mettre beaucoup d'interactivité? À quel niveau allons-nous la placer? Toutes ces choses ne sont pas du tout anodines et elles dépendront bien sûr du contexte d'utilisation de la ressource. Plus la ressource doit être auto-portée, c'est-à-dire plus elle doit être auto-formative et accomplir elle-même tout le processus d'apprentissage auquel doit se soumettre un apprenant pour réellement apprendre, plus bien sûr la combinaison des médias devra être riche et la construction du storyboard devra être soignée. Par contre, si c'est une ressource qui a une vocation particulièrement transmissive, qui intervient parmi d'autres types de ressources dans un parcours où il y a d'autres types de médias utilisés, alors à ce moment-là, les choses pourront être vues de façon plus simple et une scénarisation moins importante. Ceci nous amène à considérer les différents types de modèles pédagogiques que nous pouvons utiliser. Au moment même et avant même de concevoir votre ressource, vous allez bien sûr réfléchir à sa finalité didactique et à la pédagogie que vous allez embarquer dans votre ressource. Alors, laissez-moi juste parcourir très rapidement et sommairement différents types de modèles pédagogiques qui sont représentatifs de ce que vous pourriez produire. Vous voyez, cela va de l'exposé théorique jusqu'au jeu, les fameux serious games, en passant par des modèles comme la conversation, la simulation logicielle, les enquêtes, l'exploration. Donc, prenons juste une minute ou deux pour regarder un petit peu plus en détail chacun de ces différents modèles pour en voir les spécificités et les termes d'usage. Le premier concerne les exposés théoriques. L'exposé théorique est plutôt de style transmissif. Il s'agit d'apporter de l'information idoine pour, par exemple, une mise à jour de connaissances théoriques, ou pour acquérir les bases théoriques, ou pour découvrir un processus. Dans ce type de modèle pédagogique, l'apprenant est plutôt passif et l'objectif est d'apporter juste des connaissances et d'améliorer ces connaissances, de pouvoir les mettre en ordre, etc. Un deuxième modèle, la simulation, peut être utilisé dans beaucoup de situations différentes. Ça peut aller de la simulation d'un logiciel que l'on veut apprendre. On peut mettre les apprenants dans un clone du logiciel réel et leur donner l'occasion de s'exercer sans que cela ait de conséquences effectives sur le logiciel. On peut aussi recréer des situations de travail, par exemple des situations d'entretien professionnel ou des situations beaucoup plus sophistiquées comme par exemple le cockpit d'un avion pour les mettre dans une situation de travail ou d'entraînement. Par exemple, apprendre un sport, apprendre un geste technique. Dans ce type de modèle pédagogique, bien sûr, l'apprenant est beaucoup plus actif. Il n'apprendra qu'au fur et à mesure qu'il testera les possibilités qui lui sont offertes. C'est une approche qui est particulièrement intéressante lorsque l'on veut donner à l'apprenant la possibilité d'acquérir des réflexes procéduraux, apprendre des enchaînements de différents gestes, et aussi complètement d'un niveau très différent lorsqu'on veut améliorer la métacognition. Par exemple, la possibilité de faire des tas d'essais et de pouvoir se tromper ou de faire des choses un petit peu folles sans que cela ait des conséquences. Par exemple, dans un entretien, tester différentes façons de répondre ou de se comporter. Ou alors, dans un simulateur d'un outil comme un cockpit d'avion, pouvoir tester toutes sortes de boutons sans que cela, bien sûr, ait d'incidence et de conséquences sur les passagers de votre avion. Passons maintenant à un autre modèle assez courant et très important dans le cas de la formation en ligne. Il s'agit des enquêtes et de tout ce qui est l'exploration. Alors, cette enquête peut être très utile dans plein de situations. Par exemple, pour transmettre de l'information. Au lieu de la transmettre de façon passive, transmissive, on peut la transmettre en la faisant chercher. Donc, recueil d'informations. Ça peut être aussi dans le cas d'un travail collaboratif. Plusieurs personnes doivent mener une enquête pour amener de l'information dans différents cadres. Ce travail très actif, c'est une pédagogie de la découverte, où va permettre une prise de conscience de l'importance du partage des connaissances. Ça peut aussi favoriser le travail d'analyse ou le travail de synthèse. Ça peut être aussi un élément très important dans l'apprentissage de la recherche.
Donc, cette approche par enquête et exploration est particulièrement privilégiée dans le cas de la socialisation de l'apprentissage avec les pairs, dans l'apprentissage constructiviste, au fur et à mesure qu'une personne fait un projet, elle apprend les différents concepts inhérents à chacune des étapes de son projet, et aussi socio-constructiviste, elle apprend avec ses pairs en construisant un projet commun. Le modèle conversationnel. Dans le modèle conversationnel, on est dans l'apprentissage du travail collaboratif, du travail en réseau. C'est un modèle extrêmement important aujourd'hui à l'heure du Web 2.0 et des réseaux sociaux. L'idée là est de travailler et d'apprendre en faisant et d'apprendre avec les autres dans une approche communautaire. Les uns et les autres apportent de l'information, se donnent du feedback, reformulent les propositions de leurs pairs, écrivent de façon partagée et commune, s'évaluent, ont une approche d'analyse réflexive de leur propre production ou des productions de leurs pairs. Donc, c'est une approche extrêmement intéressante pour la co-construction, pour la synthèse et pour l'analyse. Bien sûr, ici, l'apprenant, il est actif, il est social et il est auteur. Les contenus d'apprentissage sont produits pratiquement entièrement par les apprenants eux-mêmes. Les quiz, tout ce qui est évaluation, l'évaluation dans un parcours de formation peut intervenir à de multiples moments. En amont de la formation, pour l'évaluation des besoins de formation, ou pour l'évaluation des prérequis, pour la préconisation de parcours qui soient vraiment personnalisés. Tout au long de la formation, on peut avoir des tests de positionnement, des tests d'évaluation formative, juste pour voir la progression dans les apprentissages, pour voir si les différents acquis de cette étape ont été bien accomplis. Et puis bien sûr, dans l'évaluation sommative, à la fin, qui pourrait être certificative. Donc, dans ce cadre-là, bien sûr, le quiz est une méthode active avec un apprenant qui est vraiment au pilotage de ses propres productions. Et enfin, dernier modèle, aujourd'hui encore extrêmement prégnant, mais là aussi on peut vraiment avoir toutes sortes de différents niveaux de jeu. On n'est pas obligé d'avoir du multimédia pour faire du jeu et de la ludification de la formation, mais en tout cas le jeu aujourd'hui et le serious game est quelque chose de très très couru. Donc l'objectif ici bien sûr c'est de simuler des situations réelles. On est presque dans la simulation, sauf qu'on peut avoir un gameplay qui est complètement déconnecté d'une situation réelle. L'objectif ici est de mettre des challenges, de mettre des différents niveaux, de pousser la motivation des apprenants à entrer dans quelque chose qui va les obliger, qui va les inciter à monter de niveau et à passer des étapes. On pourra faire des exerciceurs, des évaluations sommatives, formatives. Pour pouvoir vraiment jouer, cela va impliquer un fort niveau de médiatisation, un fort niveau de développement des univers 3D, une conception pédagogique extrêmement poussée puisqu'il faudra non seulement prévoir tous les artefacts de la formation mais aussi tout le gameplay avec chaque fois les différents niveaux et les différentes récompenses associées à chaque passage d'étape, et ça va aussi favoriser des compétences en analyse. La méthode d'apprentissage dans un jeu est une méthode d'apprentissage par essai-erreur. Il n'y a pas forcément de mode d'emploi, les gens apprennent, on recrée des situations et c'est vraiment des compétences en analyse de situations qui vont être développées. Et dans un jeu, normalement, la motivation, si le gameplay est accepté par le joueur, la motivation est renforcée, il va vouloir continuer et monter et progresser chaque fois qu'il utilise le jeu, et aussi amélioration de la métacognition, parce que non seulement il apprend les concepts que le jeu lui transmet, mais il apprend aussi comment apprendre. Donc voilà comment vous allez choisir parmi ces différents modèles pédagogiques celui qui va concerner votre ressource à médiatiser. Une fois que vous avez fait ce choix du modèle pédagogique, la première chose que vous allez faire est d'écrire le synopsis de votre ressource. Qu'est-ce que le synopsis? Le synopsis, c'est un document généralement assez simple. Je n'ai pas mis de modèle ici, mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais extrêmement important. C'est comme le pitch d'un film. Ça raconte un petit peu ce qui se passe dans le film. Ça vous dit quel est l'objectif de la ressource, sa durée, son ambiance générale, c'est-à-dire l'approche pédagogique globale qui va être appliquée, par exemple
une pédagogie de la découverte, transmission, essai-erreur, étude de cas. Vous allez raconter les activités qui s'y déroulent, la façon dont elles vont se dérouler, par exemple, combien il y en a de telle sorte, comment elles vont s'enchaîner les unes les autres, si les personnes peuvent aller dans une activité, revenir en arrière, la façon dont ils pourront naviguer. Et puis, les traits spécifiques de cette ressource. Par exemple, les conditions d'accès, est-ce qu'il y a des prérequis ou pas, et la façon dont ils pourront se servir des différents éléments de cette ressource. Vous voyez, typiquement, le synopsis est quelque chose de très important parce que si vous deviez écrire un cahier des charges de cette ressource pour la faire développer par un prestataire, ce sont les éléments absolument indispensables que vous mettriez dans le cahier des charges de façon à expliquer à votre fournisseur ce que vous attendez de lui. Mais même si c'est vous qui produisez cette ressource, le synopsis va être très important pour vous car généralement c'est l'une des toutes premières pages d'accueil de votre ressource. C'est là où vous allez expliquer à votre apprenant ce qu'il va trouver dans la ressource, ce qu'il va devoir faire, le temps que ça va lui prendre, la façon dont il va pouvoir y travailler et les productions qui sont attendues de lui. Une fois ce synopsis accompli, maintenant, vous allez pouvoir entrer dans le dur de la conception. Et le dur de la conception, le cœur de la conception, est le storyboard. Le storyboard, vous voyez avec les illustrations qui entourent ce texte, vous voyez ici différentes images, un petit peu comme un déroulé de film. Le storyboard, c'est la description de chaque scène de la ressource pédagogique. Et dans chaque scène du contenu pédagogique, vous allez noter son objectif, sa durée, la description de l'activité qui va être retenue, et vous allez y ajouter tous les différents éléments nécessaires à la constitution de cette scène. Par exemple, l'accroche avec les consignes, les textes, les personnages, les fichiers son, les images, les vidéos, tout ce que vous allez trouver sur l'écran. Vous allez aussi expliquer les interactions entre les éléments et l'apprenant. L'apprenant clique ici, s'il clique là, ça fait ça, etc. Donc tout ça, ça va être très précis. La mise en forme de ces éléments sur la page, leur ordre d'arrivée. S'il y a des évaluations, les évaluations formatives et les feedbacks qui vont venir avec et ou sommatives, donc quiz, appariement. Et puis les compléments d'information qui vont être mis à disposition au niveau de cette page s'il y a des compléments d'information à apporter. Par exemple, une vidéo d'approfondissement, un PDF à télécharger, un glossaire, un dossier, etc. Donc, si on regarde maintenant ça en détail et que l'on essaye d'aller voir, je vous ai mis ici un exemple de storyboard. Ça n'est qu'un exemple parce que bien sûr, chaque situation va entraîner son storyboard à lui. Mais voici par exemple un exemple de storyboard sur la production d'un contenu pour un protocole financier. Donc, vous voyez très bien ici donc, la slide avec les différentes activités. Ici, il s'agit donc d'une slide introductive où la personne on va lui conseiller comment prendre en main l'interface et quels sont les différents signes qu'elle va trouver sur l'interface. Vous voyez donc tous ces signes qui sont notés, le personnage avec les différentes positions qu'il peut prendre et dessous le texte qui va être lu en même temps que la slide et les différents icônes vont pouvoir être activés. Si je continue, vous voyez, j'ai toujours le même esprit, toujours la slide, le personnage, les éléments qui sont sur la page, à peu près la position de ces différents éléments sur la page et les textes qui vont être dits par le personnage. Voilà. Alors, ça peut être quelque chose de très différent. Si par exemple ici, donc toujours dans le même contenu, qu'il s'agit d'utiliser un logiciel, voilà, les écrans de contenu avec les bulles d'explication qui sont inhérentes à ce scénario. Voici une deuxième et encore une autre où on a différents types de situations. Donc, vous voyez, le storyboard, c'est vraiment décrire scène par scène le contenu que vos apprenants vont trouver à l'écran. Et c'est vraiment là que se passe tout le découpage au niveau didactique, au niveau pédagogique. C'est là que vous allez pouvoir vraiment décrire comment vous allez mettre en situation la pédagogie dans votre ressource numérique. Quelles activités cognitives
d'analyse, de synthèse, d'observation, de tri, etc. vous allez faire à vos apprenants. Vient maintenant le temps du script. Alors, le script peut être plus ou moins nécessaire selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le storyboard, de toute façon, est indispensable. Dans tous les cas, vous aurez à le produire. Le script, il concerne des précisions techniques nécessaires à la médiatisation du storyboard. C'est-à-dire qu'il va encapsuler les différents écrans du storyboard et y apporter des précisions techniques. Donc, c'est particulièrement utile lorsque vous faites faire votre contenu, votre storyboard et que vous voulez donner ça à un médiatiseur pour qu'il puisse lui intégrer les différents assets, les différents éléments de votre ressource pour les mettre dans le sens que vous attendez. Mais ça peut être aussi utile pour vous, par exemple, pour préciser tout un tas de notions utiles à votre ressource pédagogique. Donc, que trouve-t-on dans le script? On va trouver la mise en place des gabarits graphiques à décliner pour chaque activité. On va trouver la navigation et les icônes. On va trouver les ordres d'apparition, disparition des différents éléments sur une scène. On va trouver les réactions attendues au clic de l'apprenant. Si les choses doivent devenir plus sombres, plus visibles, recliquables ou pas cliquables, etc. Toutes ces choses devront être notées. Et puis, vous allez aussi trouver tous les noms des fichiers, son, images, vidéo à utiliser et leur ordre de façon à pouvoir médiatiser. Donc ici, je vous donne un exemple. Voici. Donc ça, c'est un script qui a été fait pour un prescripteur et voilà les différentes choses qui ont été demandées. Donc dans les demandes d'animation, donc on va vraiment demander le titre de l'animation, le cursus, le chapitre, le sous-chapitre, la nomenclature d'illustration, donc on voit très bien ici le nom du fichier, l'identification de l'item et une description brève de l'animation. Donc décrire brièvement ce que vous cherchez à montrer pendant l'animation. Ici, voilà un script pour toute la navigation de votre module. C'est un exemple, mais vous voyez que sur votre module, vous allez mettre des icônes. Et là, il est important de bien préciser tous les icônes. Vous voyez ici les différents chapitres qui sont proposés. Les différents chapitres qui sont proposés ici, c'est modification à apporter sur l'illustration. Il est possible que vous donniez à votre graphiste une image, mais que cette image n'est pas idéale. Donc, il va falloir peut-être la flouter, la griser, la rogner, changer sa couleur ou je ne sais quoi. Donc, s'il y a des modifications à apporter, vous pourrez le mentionner. L'animation, c'est vraiment ce qui se passe dans la ressource elle-même, sans l'action de l'élève. Voilà, la façon dont les différents éléments vont venir s'associer, vont se dérouler sans que l'élève ait à cliquer. L'interactivité, par contre, c'est ce qui se passe lorsque l'étudiant ou l'apprenant vient cliquer sur un de ces éléments. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quel est l'effet induit pour tout ça? Les remarques, tout ce qui est utile à être dit. Donc, ici, on a différents types de boutons, retour à la page d'accueil, aide à la navigation, commentaires associés à cette étape. Donc, si on veut mettre des choses en plus, écran suivant, écran d'introduction, étape suivante, lecture continue. Voilà. Donc, il y a certains éléments d'icônes qui sont dans toutes les pages, sur tous les écrans, et d'autres éléments qui ne seront présents que sur les pages et les écrans où ils seront pertinents à être montrés. Par exemple, si vous associez un dossier complémentaire à une slide, le dossier complémentaire apparaîtra. S'il n'y a rien d'associé, bien sûr, cette icône devra disparaître. Voilà, on peut continuer comme ça longtemps, mais vous voyez ici sur l'animation, donc là c'est par rapport à un encadré. Il est important de décrire ce qui se passe sur la scène. Est-ce que l'illustration évolue? Quels sont les changements par rapport à l'écran précédent? Et l'interactivité, expliquer ce que doit faire l'apprenant pour exploiter le contenu de l'écran. Par exemple, s'il s'agit d'une image interactive, ainsi aussi ce qu'il doit faire pour passer à l'écran suivant. Voilà, ça c'est un écran d'une image interactive. Selon les bulles sur lesquelles il clique, il pouvait obtenir des renseignements différents.
Voilà, il pouvait cliquer sur différents endroits de l'image et obtenir des choses différentes. Donc bien sûr, il va falloir noter tout ça dans votre script. Et dans le bouton Aide, voici quelques éléments qui pourraient être mis dans le bouton Aide. Voilà encore une image interactive avec son script et toutes les explications afférentes. Voilà un écran. Donc vous voyez bien que l'écran qui est ici au centre, c'est le storyboard de départ, et ici tout autour, donc les différents chapitres, modifications à apporter sur l'illustration, animation, interactivité, remarques, bouton aide, commentaires associés, ce seront des éléments qui devront être apportés au fur et à mesure sur chaque écran. Donc avec le script, se termine cette étape de conception de la ressource pédagogique à numériser. Vous avez choisi le modèle pédagogique de votre ressource, vous l'avez décrit sommairement, vous en avez fait le pitch, le synopsis, que vous allez mettre en introduction de votre ressource. Vous avez écrit le storyboard scène par scène, activité pédagogique par activité pédagogique, et vous avez là vraiment identifié tout ce dont vous aviez besoin. Les fichiers sont les images, les icônes, les personnages, les textes, etc. Tout est bien sur écran par écran et vous pouvez vraiment visualiser ce que vous allez produire. Et le script, vous allez donner une explication pour l'animation, la mise en forme technique de tous ces éléments pour la production de la ressource. Donc maintenant, le temps est venu pour vous de vraiment passer à la production de la ressource et c'est ce que nous verrons dans le module suivant.